Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. La paix à portée de main au Proche-Orient, premiers engagements concrets. Israël décide de retirer son armée de 5 villes de Cisjordanie. De leur côté, les Palestiniens vont annoncer un cessez-le-feu officiel lors du sommet de mardi à Sharm el-Sheikh. Des nouvelles rassurantes du pape, il respire mieux mais devrait rester hospitalisé encore une semaine. Le pire est passé, dit-on au Vatican. À Pau, Romain Dupuis a été mis en examen pour le double meurtre de l'hôpital. La polémique rebondit sur le secret médical. Le dossier psychiatrique du meurtrier présumé évoquait ses fantasmes de décapitation, mais les policiers n'en avaient pas été informés. La crise à la CGT, le comité confédéral appelle à voter non au référendum sur la Constitution européenne. Bernard Thibault désapprouve et il dénonce un manque de démocratie à l'intérieur de son propre syndicat. Les accusations des militants anti-fourrure des animaux seraient dépecées vivants en Chine pour préserver entre guillemets la qualité du pelage. Une association suisse a pu infiltrer les élevages concernés. Enfin, cette curiosité anatomique, les pieds des Français ont gagné 3 cm en 40 ans. La taille moyenne est passée du 37 au 40 pour les femmes, de 41 au 43 pour les hommes. Explication, au-delà de la croissance physique, les chaussures seraient de plus en plus souples. Il y aurait même un effet basket. Et avant de développer ces titres, le sacre des rois de la mer. 40 000 personnes ont réservé la nuit dernière un accueil triomphal à Vincent Rioux, vainqueur du Vendée Globe après 87 jours en mer. 6 heures plus tard, à peine, Jean Le Cam arrivait à son tour. Champagne et esprit de camaraderie sur place. Manuel Tissier, Bruno Vignet. C'est ma bouteille de premier de lance. Un coup de rouge après 3 mois sur la Grande Bleue. C'est le cadeau de Jean Le Cam à l'incontestable vainqueur du Vendée Globe 2005. Vincent Rioux a gagné le duel des Bretons après 87 jours de rebondissement. Le suspense a pris fin officiellement la nuit dernière, au moment où le ciel s'embrasait au-dessus de Vincent Rioux. 23h49, à 33 ans, l'ingénieur très discret devient un champion des océans. Son arrivée est triomphale. Ça fait 3 mois que 24 heures sur 24 on se bagarre et c'est vrai que c'est usant à la fin et d'arriver comme ça en plus avec cet accueil là c'est totalement magique. Vincent Rioux, quasi inconnu au départ, entre dans la lumière. Il empoche 150 000 € de primes et se construit un palmarès. Jean Le Cam aussi mérite sa haie d'honneur, mais il s'incline devant son cadet de 10 ans et ancien équipier. 6h30 séparent les deux bateaux sur la ligne. Une poussière à l'échelle des 46 000 km parcourus. Une toute petite défaite qui ne gâchera pas le goût des belles aventures. Je pleure pas de malheur quoi. Et tout ce que j'ai eu là, c'est colossal. C'est des choses qui sont énormes. Et le pétillant Le Cam, amateur de vin de Bordeaux et de bons mots, ne se privera pas de la première gorgée de champagne. Toujours avec le même sens du partage. Et des soucis en revanche pour Mike Golding, le Britannique qui occupait la 3e place, qui était attendu ce soir à casser sa quille. Son arrivée est incertaine. Le changement de climat se confirme, je vous le disais, au Proche-Orient. L'histoire de la région invite bien sûr à rester mesurée, mais plusieurs signaux sont passés au vert aujourd'hui. Israël s'engage à libérer des prisonniers et à évacuer une partie de la Cisjordanie. Mahmoud Abbas, lui, évoque un cessez-le-feu officiel sur place à Jérusalem. Charles Anderle. Si tout se passe bien, on ne devrait plus voir ces images de chars israéliens dans la pelouse. En effet, le cabinet Sharon a donné son accord de principe au déploiement de la police palestinienne dans 5 villes de Cisjordanie. Parallèlement, Israël devrait libérer progressivement 900 prisonniers palestiniens. On n'avait pas vu cela depuis longtemps. Et puis, aux grandes dames de ses propres services de sécurité, Ariel Sharon aurait donné l'ordre de suspendre la poursuite des chefs de groupes armés, comme ici à Djedin, Zakaria el-Zubeidi. Il devrait rendre ses armes et s'engager à ne plus commettre d'attaques anti-israéliennes. Tout cela en prévision du nouveau sommet de Sharm el-Sheikh en Égypte mardi prochain. Une rencontre que le président Moubarak voudrait transformer en succès diplomatique en annonçant par exemple la fin de l'intifada. On n'en est pas encore là et les images peuvent être trompeuses. Lorsque c'est la police palestinienne et pas de Tsahal qui détruit un tunnel de contrebande dans le sud de Gaza, les présentatrices de télévision font des lapsus révélateurs.
Les forces d'occupation israéliennes, les forces de sécurité nationale palestiniennes ont fermé ce matin des tunnels souterrains. Des témoins ont annoncé aujourd'hui que les forces de sécurité palestiniennes qui se trouvent sur la frontière. Mais cette atmosphère d'optimisme est extrêmement fragile. Cet adolescent palestinien s'apprêtait à commettre un attentat. S'il avait réussi, tout aurait été remis en question. Ces nouvelles sont tout de même d'autant plus encourageantes que la démocratisation du Proche et Moyen-Orient semble désormais la priorité de George Bush. C'est ce qu'a affirmé le président américain lors du traditionnel discours de l'Union devant le Congrès, un discours programme avec toujours des accents missionnaires. Sur place à Washington, Alan Chalvron, Aaron Diamond. La dernière mode à Washington, c'est d'avoir le doigt plein d'encre, comme ces millions d'Irakiens qui ont voté dimanche. Ils étaient donc nombreux hier à accueillir le président Bush au Congrès pour son discours sur l'état de l'Union, le doigt pointé, dans un geste qui eût pu être injurieux, mais qui est plein d'admiration. Pour des millions d'Irakiens, voter était un acte de courage personnel. Et ils ont gagné notre respect, à nous tous. Safia El-Soheil a voté dimanche à Bagdad et elle est là pour témoigner. Son père a été assassiné par les sbires de Saddam Hussein. Janet Norwood, de son côté, a perdu son fils, soldat en Irak. La rencontre de ces deux femmes sous le regard ému de George Bush a été le grand moment de la soirée. Bush, la larme à l'œil, mais Bush aussi, la menace aux lèvres. La Syrie continue à autoriser l'utilisation de son territoire et d'une partie du Liban par les terroristes. Quant à l'Iran, il reste le plus grand parrain du terrorisme dans le monde. Et aux Iraniens, je dis aujourd'hui, si vous vous levez pour votre liberté, l'Amérique sera à vos côtés. L'axe du mal a perdu la Corée du Nord, grande oubliée du discours, mais gagne donc la Syrie. L'assistance applaudit, même John Kerry, qui paraît tout de même se demander si l'on n'est pas reparti pour de nouvelles aventures. George Bush a beaucoup brandi le bâton, mais aussi un peu la carotte, notamment pour les Palestiniens promus modèles en démocratie. La paix, dit-il, est à portée de main et les États-Unis s'engageront pour la promouvoir. Jean-Paul II se remet peu à peu de sa grippe et des complications respiratoires qui l'ont accompagné. C'est ce qu'affirme le Vatican dans son bulletin quotidien. Il devrait toutefois rester hospitalisé jusqu'en milieu de semaine prochaine par précaution. À Rome, Gérard Grisbeck, Claude Ganous. Aujourd'hui encore, la place Saint-Pierre paraissait bien vide, un peu triste. Mais il suffit d'un rayon de soleil pour que tout s'éclaire. En l'absence du pape, on pourrait croire que les touristes sont absents. Jean-Paul II est toujours hospitalisé ici au 10e étage de la polyclinique Gemelli et les informations sont rares. Alors lorsque le porte-parole du Vatican vient ici, c'est la cohue, puis la déception. Il ne dira rien. La rumeur veut maintenant que le pape aille mieux, qu'il participera samedi à un séminaire par vidéoconférence. L'hôpital est un immense complexe où travaillent 5000 personnes. Dans les couloirs, on ne parle que de la présence du pape. Ce pape a beaucoup souffert. À son âge, il faut le dire, la souffrance n'est pas finie. Il vit un long calvaire. J'ai l'habitude d'être hospitalisé en même temps que Jean-Paul II, ce n'est pas la première fois. Aujourd'hui, c'est la Saint-Blaise. Dans une des chapelles de l'hôpital, la messe est célébrée en l'honneur de ce saint protecteur. Un saint guérisseur des maux de gorge, ce dont souffre le pape. Officiellement, Jean-Paul II va mieux, il pourrait sortir d'ici une semaine. C'est en tout cas ce que nous dit le Vatican et on est bien obligé de le croire sur parole car il n'y a toujours pas de communiqué des médecins. À Paris, une messe spéciale a été célébrée par Monseigneur Lustiger en la cathédrale Notre-Dame. Messe dédiée au pape, messe également à Lyon autour du cardinal Philippe Barbarin. À Pau, la polémique rebondit sur le secret médical après l'arrestation de Romain Dupuis. Les policiers mettent en cause les psychiatres car le dossier du meurtrier évoquait ses fantasmes de décapitation, mais il n'en avait pas été informé. Romain Dupuis qui a été une nouvelle fois entendu ce soir est officiellement mis en examen pour le double meurtre de l'infirmière et de l'aide-soignante. Sur place, Francis Mazoyer, Philippe Dumail. Le meurtrier présumé de l'infirmière et de l'aide-soignante de Pau, dissimulé sous une bâche. Romain Dupuis, 21 ans, a été entendu pendant 3 heures par le juge Thierry Roland avant d'être mis en examen pour le double meurtre. Ce jeune schizophrène qui était passé aux aveux devant les enquêteurs du SRPJ n'a aujourd'hui fait aucune déclaration. Est-il conscient de son geste, de son acte?
Je n'ai pas le sentiment. Il voudrait l'être, mais en fait, à titre personnel, je n'ai pas le sentiment qu'il soit vraiment conscient. Cette mise en examen n'a pas fait taire la polémique. Pourquoi les psychiatres n'ont-ils pas donné l'alerte plus tôt, s'interrogent les syndicats de policiers. Alors que Romain Dupuis avait effectué plusieurs séjours en hôpital psychiatrique et qu'un rapport médical de 2003 faisait état de ces fantasmes récurrents de décapitation. Ils connaissaient ces pulsions, notamment avec les armes blanches, les sabres. Ils auraient dû signaler immédiatement ce genre de malade. Ils n'ont rien fait, on a vu les conséquences. Notre fonctionnaire de police aurait pu être tué encore une fois. Police, hôpital psychiatrique de Pau, la mère du meurtrier présumé a frappé à toutes les portes. Les bouffées délirantes de son fils, ses menaces et ses violences répétées sur sa compagne. Une situation intenable. Mais tout le monde s'est renvoyé la balle. Les psychiatres qui se retranchent derrière le secret médical, ont-ils vraiment tout fait? Les humains, ils font parfois des erreurs. Alors là, je ne sais pas pour l'affaire en question s'il y a des erreurs ou pas. Je ne sais pas, ce ne sera pas nous qui allons le démontrer, mais l'humain peut faire des erreurs, oui. Romain Dupuis risque la perpétuité, mais comparaîtra-t-il un jour devant les assises? Rien n'est moins sûr. Si des experts médicaux venaient à le déclarer pénalement irresponsable, le juge pourrait alors prononcer un non-lieu. Suite à ces événements, Philippe Douste-Blazy, le ministre de la Santé, a accéléré la présentation de son plan santé mentale, réclamé par les professionnels qui espèrent des moyens humains et financiers. Ce plan sera présenté officiellement demain. Il est question de nouveaux crédits, 200 millions d'euros sur la période 2005-2007. Voici le quotidien d'une infirmière psychiatrique. Elle s'appelle Gwenaëlle Deblair. Elle a 26 ans. Elle dit avoir choisi ce métier par passion. Isabelle Quintard, Marc de Langenhagen. Parler avec moi alors. Écouter la détresse humaine en permanence, c'est le quotidien de Gwenaëlle Deblair. Elle a 26 ans, est infirmière et seulement 1 an d'expérience. Tu comprends que je veux voir. C'est quoi que j'ai plutôt pyjama? Pardon? C'est quoi que j'ai plutôt pyjama? Ça je sais pas, c'est le médecin qui te dira aussi. Ouais, mais c'est il faut que j'attends encore un petit peu là-dessus. J'ai plus besoin de me soigner. Je suis guérie. T'es guérie? Tu crois que t'es guérie? Oui. Salut. Cette nuit a été calme. Une seule arrivée. Une femme sous l'emprise de l'alcool, hospitalisée d'office. Voilà, elle est rentrée pour des troubles du comportement après alcoolisation massive et puis mise en danger d'autrui, quoi. Le double meurtre de Pau a bien sûr marqué cette jeune infirmière. Ça va? Mais n'a pas semé le doute dans son esprit. Ce qui est arrivé à Pau, c'est vrai que c'est triste, mais si on pense à ça, on peut plus venir travailler. Enfin, à mon sens, si j'avais la trouille, je changerais de service. La trouille, la violence, pas assez de moyens. Après 25 ans en psychiatrie adulte, Odile a dit stop. Elle admet qu'on laisse parfois sortir des malades qui ne sont pas totalement guéris. Parce qu'à la porte, il y en a d'autres qui sonnent, si je puis dire, et qui sont dans un tel état d'urgence qu'il faut les accueillir, de toute façon. Et qu'on va se dire, Monsieur X va sortir parce qu'il va bien, mais honnêtement, si on avait le choix, on le garderait encore. Mais on ne peut pas faire autrement, on a 25 lits. Il y a près de 60 000 infirmières psychiatriques, autant de femmes et d'hommes qui, pour ne pas renoncer, ont besoin aujourd'hui d'être vraiment écoutés. Crise interne à la CGT. Bernard Thibault a été mis en minorité aujourd'hui par l'instance dirigeante du syndicat, le Comité confédéral national. Il ne souhaitait pas donner de consigne de vote sur le projet de constitution européenne, mais il a été désavoué. La CGT appelle à voter non. Bernard Thibault qui dénonce un manque de démocratie interne. Nathalie Moisan, Véronique Gaglione. Vous avez pris des décisions qui conduisent la CGT sur le bon chemin. Bernard Thibault applaudit, c'était il y a 2 ans. Il venait d'être réélu. Aujourd'hui, le discours est tout autre. Le patron de la CGT dénonce des carences en matière de démocratie dans son syndicat. Et pour cause, la base vient de le désavouer. Elle appelle à voter non à la Constitution européenne. La CGT a lutté contre cette Europe-là. On est pour l'Europe, mais pas la façon dont elle se fait. Dans une période où les coups pleuvent, une période difficile, il y a beaucoup d'interrogations sur la meilleure façon de réagir. Un cap est franchi qui montre d'une manière visible un désaveu de son secrétaire général. Pour autant, est-ce qu'on doit en conclure qu'il y a une crise majeure dans la CGT? Non.
Au siège de la CGT ce soir, l'ambiance est morose. C'est un échec pour la direction qui ne souhaitait pas que le syndicat donne une consigne de vote. Nous sommes mandatés pour transformer la CGT. Nous avons du mal à opérer ces transformations et je pense que ce sur quoi nous interpelle Bernard Thibault, les uns et les autres, c'est aller plus vite dans ce sens. Pour Bernard Thibault, le coup est rude. La CGT appelle à manifester samedi pour défendre les 35 heures. Il ne sera pas facile alors de marcher ensemble du même pas. Bruno Gollnisch a été suspendu de ses fonctions de professeur à l'université Lyon 3. C'est la décision du ministre de l'Éducation, François Fillon, au lendemain des violences qui ont marqué la reprise des cours. La décision qui intervient après les propos du numéro 2 du Front National sur les camps de concentration en octobre dernier. Bruno Gollnisch a décidé de saisir le Conseil d'État. Pauline Revenat, Virginie Fichet. Rentrée agitée hier pour Bruno Gollnisch à l'université de Lyon 3. Suspendu début décembre pour avoir tenu devant des journalistes des propos jugés déplacés sur les chambres à gaz. Il ne me passera pas, il est passé une fois de plus. Il avait obtenu du Conseil d'État de pouvoir reprendre ses cours. Mais ça n'a pas duré longtemps. Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale, François Fillon, l'a suspendu de ses fonctions. Dans l'intérêt du service, précise l'arrêté. Certains étudiants ainsi que le président de l'université se réjouissent de cette décision. Je pense que c'est une bonne mesure qui permet à l'université de retrouver une sérénité nécessaire. C'est une décision qui, si elle avait été prise un peu plus tôt, aurait évité les incidents d'hier. Donc pour le moment, on se satisfait quand même de cette décision. Interdiction d'enseigner pendant 1 an maximum. Réponse de l'intéressé numéro 2 du Front National. Il va saisir le Conseil d'État. Il est évident que si M. Fillon décide de me suspendre le lendemain de ma reprise des cours, le lendemain de la reprise de mes cours, ça n'est pas tout à fait innocent. Sa cause est bonne, je crois. C'est une raison supplémentaire pour le soutenir. Une affaire de plus au sein du Front National, déjà en proie à des luttes intestines récentes. Tout cela à 4 mois du référendum sur la Constitution, où Jean-Marie Le Pen espérait être le chef de file du non. Une conférence nationale sur l'égalité des chances à Matignon. Elle a réuni autour de Jean-Pierre Raffarin les ministres concernés, mais aussi les représentants des principaux syndicats et plusieurs patrons venus présenter leur programme antidiscrimination. Marc Tessier pour France Télévisions en faisait d'ailleurs partie. Il s'agit de mettre à la disposition des entreprises une boîte à outils en quelque sorte, des propositions, car il est souvent difficile de passer des bonnes intentions aux réalisations concrètes. Alors en voici une justement. Cela se passe à Peugeot-Citroën. Le groupe s'est engagé il y a quelques mois à promouvoir ses employés ou ses ouvriers d'origine immigrée, notamment au poste de cadre. Reportage Fanny Auvergne, Virginie Travers. Après des années de stagnation professionnelle, Mohamed El Raraz occupe enfin un poste digne de ses compétences. Chef d'unité de production chez Peugeot, il encadre 30 personnes. Ce titulaire d'un bac+2 a mis des années avant de trouver une entreprise qui lui confie un poste à responsabilité. Je pense qu'aujourd'hui, plus une personne issue d'immigration a un diplôme élevé, je pense plus il aura du mal à trouver un travail ou éventuellement à évoluer normalement dans une entreprise. Je pense que ça va être une bonne image pour les autres jeunes. Ça leur permet simplement de leur montrer qu'en travaillant à l'école, aujourd'hui, les entreprises leur permettent d'évoluer dans leur carrière professionnelle. Il y a 5 mois, chez Peugeot, direction et syndicats signent un accord pour lutter contre la discrimination au travail. Objectif, diversifier le recrutement, mais aussi optimiser l'évolution de carrière de chacun. On pense que c'est rassurant, on peut évoluer si on veut. On peut demander de faire des formations, on peut évoluer le poste si on veut. Et cette satisfaction affichée des salariés, c'est toute l'entreprise qui en profite. Toute entreprise se doit d'avoir dans ses effectifs la représentation de sa clientèle. C'est par là même le meilleur moyen de la satisfaire. Et puis on peut constater que lorsqu'on a des profils variés, les échanges à la fois, les approches sont plus riches. De là naît la performance, l'efficacité, la créativité. La discrimination positive. L'idée fait plus que jamais son chemin, chez Peugeot comme ailleurs. Mais aucune statistique ne permet d'évaluer précisément l'impact de ce concept dans l'air du temps.
La mise en place de la campagne contre la banalisation du cannabis. On en parlait hier, en 30 ou 40 ans à peine, on peut dire que le joint est devenu un phénomène culturel, parfois même un mode de vie en Europe de l'Ouest. Il a sa capitale, Amsterdam, qui attire des jeunes de tous les continents, de tout le continent. Et là-bas, non seulement le cannabis est en vente libre, mais les Pays-Bas sont en train de devenir l'un des premiers producteurs dans les serres ou les appartements. Enquête signée Pascal Doucet-Bon, Christelle Bertrand, Guillaume Fautra. Ici, le cannabis, on le soigne. Humidificateur d'air, température réglée au demi-degré près, lumière, comme en plein soleil. Mais cultiver autant de pieds est illégal, même en Hollande. Alors les propriétaires appellent cette pièce un musée. Mais c'est aussi l'arrière-boutique d'un magasin, où l'on achète librement tout le matériel pour faire pousser la marijuana à la maison. Chez lui, le jardinier en herbe a le droit d'élever 5 pieds. Il vient acheter son matériel et prendre quelques conseils. Si quelqu'un veut s'équiper, on ne peut pas l'en empêcher. On va lui vendre ce qu'il veut et lui expliquer comment bien faire. Quelquefois, il y a des adolescents qui viennent et qui nous disent « On veut faire pousser de la marijuana plein la maison », mais là on leur dit non. Certains en profitent pour se lancer dans la culture intensive. Ici, en 2003, dans la banlieue sud d'Amsterdam, la police a découvert des milliers de plants et les a tous envoyés à la poubelle. Mais les opérations d'arrachage ne sont pas assez fréquentes pour décourager les producteurs, qui sont nombreux. Derrière les fenêtres de certains appartements, les plantations se multiplient. Ce chauffeur de taxi n'a rien d'un trafiquant traditionnel. Il arrondit ses fins de mois avec son jardin intérieur. Il ne prend qu'un minimum de précautions. L'essentiel est d'éviter d'attirer l'attention avec l'odeur. Il y a une aération de chaque côté. Le filtre renouvelle continuellement l'air ambiant en chassant la mauvaise odeur. Ce tuyau-là, c'est pour l'air pur et l'autre pour l'odeur. Comme des milliers d'autres, il est devenu un professionnel de la pousse illégale. Combien gagne-t-il? À qui vend-il? Il refuse de le dire. On peut facilement deviner. Les plantes séchées atterrissent certainement dans l'un des 400 coffee shops d'Amsterdam. Leur fonctionnement est réglementé. Interdiction de vendre plus de 5 grammes par personne, interdiction totale pour les mineurs. Le propriétaire paie une licence et des taxes à l'État. Un système ambigu, vieux de 30 ans. Les coffee shops rendent légale une production illicite. Les gens qui font pousser de l'herbe en grande quantité, dans des serres, ont en général une centaine de pieds. Une fois que la récolte est faite, ils nous l'apportent. Ce qu'ils font est totalement illégal. Mais à partir du moment où moi je leur achète l'herbe et que je la vends aux clients, c'est toléré. Parce que nous avons une autorisation de vente. Et toute l'Europe en profite. Ces trois-là, par exemple, sont français, fumeurs occasionnels, narcotouristes. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? La première chose qu'on dit quand on va à Amsterdam, c'est on va fumer. Donc quand on en parle aux collègues de boulot ou aux amis, c'est vrai que tu vas à Amsterdam, c'est la première chose qui vient à l'esprit. Voilà pourquoi l'exception hollandaise agace les pays voisins. Mais les Bataves ont une réponse toute prête. Faites comme nous. La consommation aux Pays-Bas atteint 15 fumeurs de cannabis pour 100 habitants, à peine plus qu'en France. La suite de la visite de Jacques Chirac au Sénégal, le président de la République qui était à Saint-Louis aujourd'hui a exalté, je cite, la fraternité franco-sénégalaise. Il s'est aussi interrogé à cette occasion sur la présence des troupes françaises en Côte d'Ivoire voisine. Sur place, Éric Monnier, Francis Forget. Il n'y a pas de ville au monde où un Français ne se sente mieux qu'à Saint-Louis. Ces mots sont du général de Gaulle. Jacques Chirac les a fait siens aujourd'hui. Comme hier à Dakar, les autorités sénégalaises y avaient prévu un accueil chaleureux et festif. Les deux présidents, qu'on a pu dire distants, ne se sont pas quittés un instant. Ensemble, ils ont fêté les héros de cette ville, jadis capitale de l'Afrique occidentale française. Les aviateurs Mermoz, Saint-Exupéry, Guillaumet et le gouverneur Faidherbe, qui donna son nom à ce pont, enjambant l'un des bras du fleuve, devenu le symbole de la vie. Fini malaise et incompréhension. Entre les deux hommes, le courant passe désormais. Sur le dossier le plus chaud, celui de la Côte d'Ivoire, les positions sont proches. Même si le président Wade souhaite coûte que coûte le maintien du contingent militaire français sur place et que le président français, lui, comme il l'a dit très clairement hier soir en conférence de presse, le soumet à certaines conditions.
Si on souhaite que nous restions, nous resterons. Si on souhaite que nous ne restions pas, nous partirons. Il faut bien qu'on sache les choses très clairement. Nous ne sommes pas en train de conquérir la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train d'essayer d'y défendre un semblant de stabilité, un minimum de stabilité et de démocratie. Voilà. Jacques Chirac n'est pas allé beaucoup plus loin aujourd'hui sur la question. Même lors d'une visite chez les premiers intéressés, les militaires français du 23e bataillon d'infanterie de marine. Jacques Chirac souhaitait sans doute ne pas gâcher la fête en revenant sur le sujet le plus épineux du moment. Accueil chaleureux, foule enthousiaste, manifestation d'amitié et convergence de vues entre les deux chefs d'État. Quelle est belle et rassurante cette image d'une France aimée des Africains. La France qui reste la meilleure amie du Sénégal, comme elle était la meilleure amie de la Côte d'Ivoire il y a 2 ans encore. Un rappel quotidien, on est toujours sans nouvelles de Florence Aubenas et de son guide-interprète Hussein Hanoun. Le quotidien Libération a fait réaliser une série de clips présentés par des proches de la journaliste ou par ceux qu'elle a eu l'occasion de rencontrer récemment dans sa vie professionnelle. Florence Aubenas avait ainsi couvert le procès d'Outreau où plusieurs accusés, vous vous en souvenez, avaient finalement été innocentés et c'est l'une d'entre elles qui s'exprime dans le clip que nous présentons ce soir. Regardez. Florence, son sourire, c'est quelque chose qui nous a touchés, nous qui avions tant besoin à ce moment-là. Tous mes compagnons d'infortune dans ce procès m'ont dit la même chose. Elle était convaincue d'une chose, de mon innocence, et elle m'aidait à me tenir droite. À propos d'Irak, même si les violences n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant les élections, il n'est plus question d'accalmie. 12 militaires irakiens ont été tués la nuit dernière dans une embuscade près de la ville pétrolière de Kirkouk. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis le scrutin. La Chine visée par de nouvelles accusations des militants anti-fourrure. Certains animaux seraient dépecés vivants. Ces peaux de ratons laveurs, de chiens ou même de chats seraient ensuite vendues en Europe et notamment en France. Une association suisse a pu infiltrer les élevages concernés. Attention, certaines images peuvent évidemment heurter. Laurent Di et Edmar Banis. Des animaux rendus fous par l'exiguïté des cages, des élevages à perte de vue. Ici, des ratons laveurs, des renards ou même des chiens passent plusieurs mois en captivité. Ils seront ensuite vendus et tués pour leur viande et pour leur fourrure. La technique est rudimentaire et révolte les associations de protection des animaux. Ce sont des animaux d'élevage, on dit que l'élevage, etc. Mais il faut voir ce que c'est que l'élevage. Il faut que les personnes sachent d'où viennent ces peaux et comment ils sont obtenus. Ces animaux sont littéralement, on les assomme, mais après ils sont vivants, ils sont dépecés vivants. Alors est-ce que ça vaut le coup de porter une fourrure avec une telle souffrance ? Pourtant, ces peaux se retrouveront peut-être sur le marché européen. Une très grande partie des fourrures bon marché que l'on trouve en Europe, sous forme de capuchon ou de col par exemple, provient de Chine. De nombreuses espèces sont victimes de ces pratiques, les chats notamment. Exemple avec ce manteau. Nous l'avons acheté en France il y a une dizaine de jours. Et on nous a dit que c'était du lapin. Le manteau a été envoyé à l'école vétérinaire de Toulouse où il a été analysé. La bulbe du poil a été analysée, donc c'est bien du chat, ce n'est pas du lapin, c'est du chat. Donc quand on vous dit c'est un petit col de lapin, etc., sachez que c'est peut-être votre chat que vous avez sur le dos. Les fourrures de chats ou de chiens sont pourtant interdites en France depuis fin 2003. Problème, elles transitent par d'autres pays d'Europe, plus laxistes dans ce domaine. Les associations demandent donc aujourd'hui que l'interdiction soit étendue au niveau européen. L'environnement, manifestation aujourd'hui à Bordeaux de plusieurs milliers de sylviculteurs. C'est ainsi que l'on appelle les exploitants des forêts. Touchés par la tempête de 1999, les manifestants protestent contre le non-paiement des aides promises par l'État. À propos de forêt, ces images impressionnantes du pilon. Il faut savoir que chaque année, 100 millions de livres invendus sont pilonnés. C'était un énorme gâchis qui est devenu aujourd'hui une industrie, celle du recyclage. Geneviève Moll, Éric Delagneau. Ce ne sont pas des déchets ménagers, mais des livres qui vont mourir, pilonnés, c'est-à-dire dépiotés, déchirés, les couvertures d'un côté, les pages de l'autre. Pourtant, rien n'est perdu. Le livre entier est recyclé.
Qu'est-ce qu'on fait avec la couverture? Eh bien, on fait votre boîte à chaussures. Là, vous mettez vos chaussures, une boîte à chaussures. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'intérieur de livres? 80% de ce que vous voyez là, ça va redevenir des livres. Et puis 20%, ça va être des essuie-tout. Vous en doutiez pas, ben, peut-être votre papier hygiénique qui va être fabriqué avec ça. Mais pourquoi les éditeurs en sont-ils réduits au pilonnage des livres? Parce que sur les 500 millions d'exemplaires produits chaque année en France, 100 millions ne trouvent pas preneur et qu'il est beaucoup trop cher de les stocker. Quand des livres comme celui-ci se retrouvent au pilon, ça n'est pas parce qu'ils n'ont pas bien marché. Redac est un auteur qui vend beaucoup. C'est parce que c'est une fin de stock ou tout simplement il a été abîmé chez le libraire. Et aujourd'hui, même les auteurs acceptent le pilonnage de leurs livres. Le pilon, d'abord, ça faisait très peur quand même au début, parce qu'on se dit on écrase des livres, on les réduit en bouillie, c'est affreux. Puis on se dit quand même, bon, surtout maintenant, hein, on ne peut pas les garder tous, c'est pas possible, on ne peut pas stocker. Certains ouvrages échappent pourtant au pilon, mais en petite quantité pour ne pas déséquilibrer le marché. Ils sont soldés. On essaye parfois donc à faire ensuite, au bout d'une année, 2 années, des opérations bas prix sur les beaux livres, sur les livres pour enfants par exemple, des livres qui n'ont pas marché du tout. Il n'empêche, l'industrie du livre a généré une nouvelle activité, celle du recyclage, qui permet chaque année de laisser vivre 80% des arbres destinés à devenir de la pâte à papier. Une exposition étonnante à Londres, en Grande-Bretagne. Elle vise à mieux faire comprendre aux parents et aux professionnels de l'enfance les difficultés quotidiennes des tout-petits face à des meubles ou à des installations trop grandes pour eux. C'est, vous allez le voir, une expérience très directe. À Londres, Laurent Boussier, Dominique Marotel. Une fois adulte, on l'a tous oublié, mais être enfant n'est pas toujours facile. Ce n'est vraiment pas évident. Lavabo géant, toilette grande comme une baignoire où le papier est impossible à attraper, chaise qu'il faut escalader. Cette exposition à Londres nous rafraîchit la mémoire et nous rappelle les difficultés de vivre dans un monde de géants. Un parcours du combattant qui commence dès le berceau, quand les seuls horizons du bébé sont des barreaux ou les fantômes des visages familiers. Sachez qu'au-delà de 25 cm, les bébés voient les visages flous. Cela nous aide à comprendre pourquoi les bébés pleurent quand ils naissent. Toute cette lumière, tous ces bruits, on n'a aucune idée. Entre amusement et prise de conscience, les jeunes parents font donc des découvertes. Par exemple, pour un tout petit, apprendre à marcher en tenant les mains, ça n'est pas évident. C'est difficile, je ne suis pas à l'aise. J'ai l'impression que si papa me lâche, je vais tomber. Cette exposition interactive est construite autour des différentes étapes du développement d'un enfant, depuis la manière de se tenir ou pas sur ses jambes, la façon de gérer l'instabilité des premiers pas évidemment, les moyens de prendre en main un crayon et d'essayer de dessiner ou d'écrire. Voir le monde avec la taille d'un enfant, ça n'est évidemment pas qu'un jeu. En sortant d'ici, tous ses parents nous l'ont dit. Maintenant, on comprend mieux les réactions de nos bébés. Et le métier de reporter est éprouvant. Une énigme maintenant, celle de la taille de nos pieds. En 40 ans, ils ont grandi de 3 cm en moyenne, selon une étude des professionnels du cuir. Pour les femmes, la moyenne est passée du 37 au 40, celle des hommes du 41 au 43. Quelques explications avec François-Julien Piednoir et Vincent Bouffartigue. Alors vous avez des articles comme ça qui vont jusqu'au 50. Hein. Vous avez des chaussures pour femmes habillées qui vont jusqu'au 45. Et nous avons un rayon junior pour des enfants à partir de 11 ans où on chausse également jusqu'au 45. Un 45 pour fillettes, c'est désormais commun. Les panards des Français ne cessent de pousser. En 40 ans, ils ont grandi en moyenne de 3 cm. Mesdames, vos élégants pieds sont passés d'un petit 37 à un 40 plus généreux. Ces messieurs affichent un bon 43 au lieu du 41 d'autrefois. Vous avez ces articles-là en 50 en après-ski, il n'y a aucun problème. Hein. Le grand dadais de madame, son fils de 25 ans, chausse du 49. Et il n'est pas le seul de la famille. J'ai des neveux, le neveu de 16 ans qui chausse du 48 et qui n'a pas encore fini de grandir, donc forcément le pied va grandir. J'ai un frère qui fait 2 mètres, donc il chausse du 48 aussi. C'est de famille, oui. Première explication à cette métamorphose pédestre, la taille des Français a augmenté. Les pieds ont donc suivi. Les Français ont grandi de 5 cm en 30 ans. Les femmes mesurent 1,65 m, les hommes 1,76 m en moyenne. Deuxième explication à cette poussée des arpions, les chaussures modernes. La chaussure aujourd'hui a totalement changé par rapport à la chaussure d'antan. Regardez comment les jeunes sont chaussés tous les jours en ville. Ils ont des chaussures spacieuses.
Haute dimension réelle, c'est tout à fait autre chose. Comment voulez-vous que le pied ne puisse pas grandir? Il n'y a aucune opposition. Les muscles se développent. C'est un vrai pied ressort et moteur sans aucune contrainte. Fini les petits petons, les Français ressembleront peut-être un jour à Ian Thorpe, champion australien de natation. Ses palmes, chaussent du 54. Un anniversaire, celui du jeu le plus ancien de la télévision et l'un des plus intelligents aussi, des plus stimulants, des chiffres et des lettres, 40 ans. À cette occasion, les meilleurs joueurs des 20 dernières années ont été réunis. Ils connaissent par cœur tous les mots du dictionnaire. Sophie Jouve, Éric Delagneau. Bon, cet après-midi, il y a 5 émissions à faire. Donc, concentration et applaudissements. Allez, bon après-midi. Et c'est le même cérémonial depuis 40 ans. Top générique. Tout ça pour atteindre le Saint Graal, un mot de 9 lettres, et le compte est bon. 40 ans, ça méritait bien de revoir les meilleurs joueurs. Depuis quelques semaines, un tournoi des légendes oppose donc ces drôles de bêtes à concours. On a peut-être perdu un petit peu les valeurs littéraires et maintenant on se rend compte que les gens sont de plus en plus forts en calcul, en mathématiques en général et en calcul en particulier. Nos deux champions que nous accueillons, ils sont en finale. Et tous ces cracks, depuis qu'ils rivalisent de rapidité, se connaissent bien. Les deux finalistes sont même devenus amis au point de s'entraîner ensemble. Mais quel est donc leur secret? C'est de l'entraînement, de la concentration, se tenir au courant des mises à jour des dictionnaires, les nouveaux mots qui entrent, ceux qui en sortent, pour ne pas tomber dans les pièges. J'ai découvert mes facultés très jeune à l'école parce que quand la maîtresse posait des problèmes de calcul mental, je répondais très vite. Pour moi, c'était naturel et je me rendais compte que par rapport à mes petits copains, j'avais un don. Au fait, super champion, ça donne quoi 147 multiplié par 64? Stop. Là, vous me demandez quelque chose de très difficile. Ça doit faire 9408. Bravo Pierre-Marie! C'est bon, on a vérifié. Tant d'efforts pour seulement 2000 €. Un jeu qui ne repose pas sur l'appât du gain, c'est peut-être ça, la clé du succès. Bravo Pierre-Marie. Les obsèques de Jacques Villeray, le comédien, a été inhumé cet après-midi à Loches, sa ville natale. 1 millier de personnes ont suivi la cérémonie religieuse sur place. Christophe de Valambra, Stéphane Alrang. C'est avant tout l'adieu des anonymes, l'hommage de la Touraine à l'un des siens. Ici, avec le comédien célèbre, c'est aussi Jackie, le copain de lycée, qui est parti. Il y a 35 ans à peu près, j'ai eu le privilège d'accompagner Jacques pour la toute première fois au Conservatoire de Tours. Aujourd'hui, en votre nom à vous, ses copains, j'ai un autre privilège, cette fois bien cruel, l'accompagner pour la dernière fois. Adieu Jacques. Et la petite église de Loches n'a pas suffi à accueillir la foule venue se recueillir. Tous des admirateurs du comédien, certains en plus, des amis d'enfance, des copains d'école, qui se souviennent d'un enfant drôle et sensible. Il savait déjà bien la poésie, il savait y mettre l'accent, il savait lui donner vie à ce qu'il pouvait nous raconter. Plus tard, l'acteur devenu adulte a continué à toucher le cœur du public. Et cet après-midi, nombreux sont ceux qui ont pu lui témoigner une réelle tendresse. J'aimais beaucoup ce personnage, mais les rôles qu'il jouait me touchaient beaucoup. C'était profond, c'était bien ressenti. Je regrette beaucoup, c'est vrai. Je suis très touché. C'est ça la force de Jacques, il y a l'émotion qu'il dégage, et avec sa grande simplicité, son humilité, mais toujours présent dans le cœur des gens, je crois, et pour longtemps. Ce soir, Jacques Villeray repose dans un petit cimetière près de Loches. Mais sur un mur de ce qui fut son école, l'acteur joue toujours à saluer ceux qui l'ont aimé en un tendre adieu. Hommage rendu à l'acteur également à Paris. Une messe était célébrée ce matin en présence de nombreuses personnalités du spectacle. Francis Perrin, André Dussolier, Gérard Darmon, Francis Huster ou encore Christian Clavier. Jacques Villeray, je vous le rappelle, est mort vendredi dernier. Il avait 53 ans. De la danse avec le mélange du classique et du contemporain, des ballerines et du hip-hop. C'est le nouveau spectacle de José Montalvo à Paris. Michel Monpontez, Idenberkus. On va faire une dernière. Devant l'ampleur de la tâche, la chorégraphe Dominique Hervieux a d'abord demandé un coup de main du côté du hip-hop. Montalvo, vu ses origines, a préféré convoquer le flamenco et l'excellente Véronica Vallecillo. Mais aussi la danse des îles, la musique classique, pour répondre à 4 questions fondamentales.
Je danse pour sortir de mon corps. Je danse pour sortir de mon corps. Ouais. Sortir de son corps ou en changer, en tout cas danser, quelle que soit la danse. Danser pour cesser de se sentir si lourd un instant. Danser et sentir qu'il nous pousse des ailes. Danse, humour et vidéo, 2 heures durant, et la deuxième question fondamentale. L'important, c'est la vibration. C'est l'émotion. Si tu veux, tu te jettes. Jette-toi. 17 danseurs qui se jettent à l'eau, venus des 4 coins de la danse. Ça s'appelle Dansons, avec Rameau. Accrochez-vous aux branches, c'est la 3e question. Je danse quand mon portable sonne, quand je suis au théâtre. Je danse très souvent quand je suis aux Acédiques. Une sorte de danse buto. Les jeux vidéo de Montalvo provoquent tous les quiproquos. C'est beau et puis c'est rigolo. Le flamenco y rencontre même le hip-hop. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est la diversité incroyable que l'on peut s'approprier pour tenter de faire quelque chose de singulier, de personnel. 4e et dernière question. Bien sûr, tout le monde ne peut pas exactement danser comme ça là. Et si vous avez l'âge des parents de Montalvo, qu'importe, levez-vous et dansez. C'est comme ça en tout cas qu'Hervieux et Montalvo l'entendent. Avant de refermer ce journal, un autre anniversaire, et nous sommes fiers de le souligner, ne boudons pas notre plaisir, celui du magazine phare de la rédaction, Envoyé spécial. Et oui, 15 ans déjà, Françoise Joly et Guylaine Chenu qui sont avec nous avec un programme spécial pour marquer le coup. Et d'abord, pas mal d'invités, Guylaine. Plein d'invités, parce qu'un anniversaire, ça se fête avec les amis, avec la famille. Et donc, il y a une partie de la famille Envoyé spécial qui sera sur le plateau ce soir. Alors, ça va de Laurent Gérard à Julien Clerc, en passant par Shirley Dino, par Cécilia Sarkozy ou Ségolène Royal. Des personnalités dont Envoyé spécial a fait le portrait et qui sont donc présentes avec nous ce soir pour commenter les reportages. Et puis, il y a aussi des personnalités qui un jour sont venues nous voir, qui ont tapé à notre porte et qui nous ont dit, voilà, on a envie de pousser un coup de gueule ou de tirer un coup de chapeau. Et alors ces personnalités, c'est genre Élie Chouraki, c'est Nils Tavernier, c'est Mireille Darc, c'est Patrice Lecomte, des gens qui ont fait des reportages pour Envoyé spécial et qui seront là aussi ce soir. Alors les reportages justement, il y en aura aussi avec une couleur un peu particulière, Françoise. 4 heures de reportage et de reportages inédits. Envoyé spécial regarde résolument vers l'avenir, c'est pas un best-of. Donc vous aurez des reportages avec des portraits notamment de jeunes adolescents, 15 ans. Et on a choisi notamment de donner un coup de chapeau, on ouvrira le magazine avec lui, à Jean-Baptiste, le héros des choristes. On l'a suivi pendant plusieurs mois en France, à l'étranger, à Los Angeles. Il y aura des scènes étonnantes dans ce reportage sur les choristes. Eh bien, bon anniversaire Envoyé spécial et longue vie, bien entendu, au magazine. Soirée spéciale à suivre, donc tout à l'heure à partir de 20h55. Une image de football avant de se quitter, avec la surprise. Caen qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue. Caen qui a battu Monaco 3-1. But signé Mazur, Lemaître et Vattier pour Caen. But signé Adédayor pour Monaco. Caen qui rencontrera Saint-Etienne en finale et ce sera à suivre sur France 2 à la fin du mois d'avril. Fin de ce journal, merci d'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Drevet, point route Valérie Maurice, 1h20 dernier journal Laurence Piquet. Après cette soirée spéciale, Envoyé spécial, dès 6h30 Télématin dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra la secrétaire nationale du PC Marie-Georges Buffet, 13h Benoît Duquesne, 20h et tout le week-end vous retrouverez Béatrice Schoenberg. On se quitte sur ces images de ski et la mésaventure du champion Baudet Miller qui a joué au funambule après avoir perdu son ski gauche dès les premières courbes de la descente du combiné pour le championnat du monde en Italie. Il est finalement arrivé en bas malgré une légère chute. Baudet Miller qui s'en est bien tiré. Voilà, la finale de la Coupe de la Ligue, ce sera Strasbourg-Caen et pas Saint-Etienne-Caen. Bon week-end, à lundi.